Bienvenue chez Expose ton travail social. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial, nous abordons l'épuisement professionnel des travailleurs et des travailleuses sociales et nous tenterons de comprendre les nombreux défis du monde professionnel moderne qu'elles rencontrent. Je vous invite à prendre place pour écouter nos invités, partager leurs expériences et solutions pour faire face à l'épuisement professionnel. Plongez dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Aujourd'hui, nous aurons des invités venus de France, de la Belgique et du Québec. Bienvenue à Ludwig, Maria et Gilles que j'invite à se présenter. Je te laisse la place, Ludwig, pour commencer. Oui, bonjour et merci Stéphanie, merci au balado en tout cas de cette invitation sur un sujet qui n'est pas forcément le plus drôle du jour, mais ô combien d'actualité. Donc moi je suis Ludwig Maquet, je suis éducateur spécialisé de formation initiale. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec différents publics, différentes institutions. Et je suis aujourd'hui effectivement consultant formateur en travail social et en prévention des risques psychosociaux. Sur la santé, qualité de vie et conditions de travail, intervenant en analyse des pratiques professionnelles également. Et c'est voilà, aujourd'hui effectivement dans la prévention des RPS, parce que j'ai pu pendant une vingtaine d'années voir un peu les violences institutionnelles, être confronté à ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelle la souffrance au travail et pouvoir m'y intéresser pour effectivement faire de la prévention, accompagner les collègues dans le but de mieux accompagner les publics. Merci beaucoup, Ludwig. Maria, maintenant, je te laisserai te présenter. Donc, merci Stéphanie. Je suis contente de participer à ce balado avec mes camarades Gilles et Ludwig. Donc, moi, je suis travailleuse sociale au Québec depuis 25 ans. Donc, j'ai travaillé principalement dans le réseau de la santé, notamment en CLSC. Et à la fin de ma carrière dans le réseau en GMF, donc dans une clinique médicale, j'ai travaillé principalement avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale, mais aussi avec des personnes vivant toutes sortes de problématiques sociales. Et en 2016, j'ai commencé ma pratique privée. Donc, je travaille avec des individus, des couples, des familles qui vivent toutes sortes de difficultés d'ordre psychosocial. Et je suis également, depuis 2021, formatrice collaboratrice à l'ordre professionnel et superviseur clinique auprès des travailleurs sociaux. Merci beaucoup, Maria. Je laisserai maintenant la place à Gilles pour se présenter. Oui, donc je m'appelle Gilles, je viens de Belgique où je travaille dans un centre public d'action sociale, donc aussi appelé CPAS. Je suis assistante sociale de formation et j'ai travaillé en tant que travailleuse sociale en chef de plusieurs équipes d'assistants sociaux. Et depuis peu, je suis experte en action sociale, donc toujours en accompagnant des assistants sociaux de première ligne. Merci beaucoup pour vos présentations. Pour être tout à fait franche même avec nos auditrices, nous on s'est déjà rencontrés il y a 2 mois à peu près pour préparer cet épisode ensemble. Et c'est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que le terme épuisement professionnel n'avait pas forcément la même signification d'un continent à l'autre. Donc on a choisi en fait de faire un bref point sur ce vocabulaire qu'on va employer en fait dans cet épisode avant de nous lancer dans le sujet. Est-ce que Gilles, justement, tu voudrais débuter ? Donc effectivement, donc en Europe et j'ai plus l'impression en France et en Belgique, donc il va y avoir une certaine gradation. Donc on va parler d'abord de stress, de fatigue professionnelle, de surménage, d'épuisement professionnel et tout à la fin en fait de burn-out. La fatigue professionnelle, le surménage et l'épuisement pro, donc on va considérer comme ça que ce soit passager et chronique, alors que le burn-out, c'est une conséquence de tout ce qui a été précité. C'est vraiment l'effondrement, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ça a l'air terrible quand je le dis comme ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est un peu ce que j'avais aussi en tête, moi, comme j'ai fait ma formation en France, mais quand je suis arrivée au Québec,
Ben, je me suis rendu compte qu'on n'utilisait pas forcément aussi les mêmes termes. Justement, Maria, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les termes qu'on emploie généralement au Québec? Ben, nous, on a beaucoup moins de gradation, dans le sens que burn-out, en fait, c'est la traduction anglaise là, d'épuisement professionnel. Et on parle ici d'un état qui est caractérisé par une grande fatigue, vraiment liée à la sphère professionnelle, une sorte de manque d'intérêt, de motivation. On peut parler peut-être de désinvestissement par rapport au travail, un sentiment d'impuissance aussi, et parfois un sentiment d'échec et d'incompétence. Donc, et cet état, si on peut dire ça comme ça, pourrait effectivement mener à un arrêt de travail. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de gradation. Pour nous, l'épuisement professionnel, c'est en fait la traduction anglaise de burn-out. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce point, dans cet épisode, on va utiliser le terme burn-out ou le terme épuisement professionnel parce que dépendamment du continent sur lequel on est, on utilise un ou l'autre vocable. Et avant de se lancer complètement dans le sujet, on pensait intéressant de vous mentionner la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Alors justement, l'OMS donc décrit l'épuisement professionnel comme le sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. C'est une définition générale, mais parce que souvent on prend le burn-out un peu à toutes les sauces. Hein, aujourd'hui, c'est effectivement un mot valise, le burn-out parental, le burn-out de la société, les adolescents en burn-out. Le burn-out, c'est effectivement lié au travail. Hein, ça a été effectivement étudié, d'ailleurs d'abord chez les soignants, hein, chez les personnes effectivement émotionnellement très fortement engagées. C'est vraiment un effondrement, tout burn, brûlé, c'est une allumette hein, qu'on craque. Sauf que c'est notre corps qui effectivement tombe physiquement et psychiquement dans les abîmes. Hein. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est le plus drôle, mais c'est un peu comme ça des fois qu'on en parle pour prévenir effectivement les gens. Parce que c'est quelque chose de terrible, hein, le burn-out. Il faut vraiment se rendre compte que pour soi ou pour ses proches, voir son proche tomber, voir son proche sombrer, ne plus se lever, avoir des crises d'angoisse, culpabiliser, être hospitalisé, avoir des idées noires, enfin voilà, le burn-out, ça conduit vraiment à de gros risques psychiques et physiques, et c'est vraiment un tsunami. Donc vraiment sur voilà la définition du burn-out complètement en accord, et avec Gilles aussi, qu'on prend souvent les choses par le symptôme. Puis, et d'ailleurs, l'OMS avait soulevé hein, les conditions de vie, les conditions sociétales qui, justement, permettent aux personnes hein, d'être capables d'exercer leurs rôles sociaux de manière satisfaisante, puis de répondre à leurs besoins adéquatement. Donc, on pourrait aussi faire un parallèle entre l'épuisement professionnel hein, et des lacunes hein, au niveau peut-être des conditions de vie qui pourrait expliquer l'apparition de cet état-là. Hein. Donc, est-ce qu'on vit une situation familiale difficile? Est-ce qu'on vit un stress socio-économique? Est-ce qu'on a une condition de santé qu'on vient d'apprendre? Tous les éléments qu'on peut vivre aussi en dehors, tous les facteurs en fait qu'on peut vivre en dehors de la sphère professionnelle peuvent et vont impacter aussi notre façon d'exercer notre travail, notre profession. Là. Oui, non mais c'est ça, et c'est vrai que du coup, moi j'aime bien replacer l'épuisement professionnel dans le contexte du travail en général. Parce que finalement, le travail aujourd'hui, il est en mutation. Le travail mute, hein, on le voit par l'évolution des conditions des organisations de travail. Ça va engendrer effectivement des facteurs de risque psychosociaux qui vont pouvoir porter atteinte à notre santé physique, psychique, mentale. Et en tout cas, on le sait que les problèmes aujourd'hui de santé au travail augmentent complètement de façon exponentielle, et que ça résulte aussi hein, des opérations menées rapidement dans le monde du travail, la globalisation des marchés, la compétitivité, la précarité de l'emploi, etc. Et dans ce contexte, finalement, il n'y a pas de raison que le travail social ou médico-social y échappe.
il n'y a pas de raison qu'effectivement, le travail social échappe à la marchandisation, à la chalandisation du travail social, comme le dit Michel Chauvière, ou à une certaine industrialisation, voire une excellisation du tableau, c'est-à-dire protocolisation, case, tableau, protocole. Et il y a cette pressurisation auquel on n'échappe pas non plus. Et la pression qu'on a au travail, ça résulte d'un fonctionnement économique, hein, et à une organisation de travail qui est de plus en plus pressée. C'est pour ça qu'on parle de travail pressé, avec des exigences d'intensité d'un côté, de réactivité, d'adaptabilité, qui impactent les temps de travail. Et donc, il faut répondre à des injonctions contradictoires, paradoxales, de faire vite et bien, sans avoir d'un autre côté la possibilité de prendre le temps nécessaire à l'action et donc d'avoir un travail de qualité. Et quand on ne fait pas un travail de qualité, on est en mode dégradé et ça peut aussi engendrer de la souffrance au travail, parce que finalement on est dans une société gestionnaire, un malade de la gestion. Et quand je parle de mode dégradé, hein, c'est aussi parler de la qualité empêchée du travail. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui aussi ces notions de qualité empêchée dans le travail social. On a une augmentation et une complexité de notre charge de travail. On a de l'individualisation avec des travaux par objectif, par entretien individuel, par de la mise en concurrence aussi, hein, etc. Pour revenir sur ce que Ludwig a apporté au niveau de la pressurisation dans le milieu de travail, hein, je pense qu'on peut se dire que cette pression-là est véhiculée aussi au niveau social, hein, donc les médias, les réseaux sociaux nous poussent de plus en plus à bien paraître, hein, donc en tout temps, hein, on doit avoir l'air heureux, performant, on doit paraître comme des gens qui sont toujours dans la réussite, alors que la réalité est bien autre, hein. C'est pas vrai qu'on est toujours à notre meilleur. Des fois, notre meilleur, c'est d'être capable de donner notre 10%. Et déjà, ce 10%-là peut être un 100% et c'est correct. Donc je rebondis un petit peu donc sur la volonté de performance, surtout au sein du travail social, où on demande de plus en plus de monitorer, de chiffrer, d'avoir un certain pourcentage de dossiers traités, parce qu'on ne parle plus vraiment de bénéficiaires, mais plutôt de dossiers. Donc ça vient effectivement presser les équipes, mais ça vient aussi presser le management, le high management aussi. Et je pense que ces derniers peuvent également être en burn-out, et je pense que c'est de plus en plus compliqué quand tu es responsable d'équipe ou responsable dans une institution, ou que tu es toi-même atteint de burn-out, d'avoir les lunettes suffisantes pour pouvoir aider ou soutenir tes collaborateurs. Quelques faits, hein, on sait qu'aujourd'hui, selon la Haute Autorité de Santé, après les affections de l'appareil locomoteur, la souffrance psychique en France, c'est le deuxième groupe d'affections d'origine professionnelle chez les salariés français. Les problèmes de santé, c'est la première cause d'absence prolongée au travail. Le secteur médico-social, et c'est pas voilà pour faire peur, mais c'est une réalité, le secteur médico-social, c'est 20% des affections de travail liées justement aux affections psychiques. Et même, voilà, parce qu'il faut en parler sur un sujet grave, l'Observatoire national du suicide, dans son rapport de juin 2020, montre que le secteur d'activité le plus touché par les suicides, c'est l'action sociale et de la santé. L'action sociale et de la santé, c'est vaste, hein, c'est pas pour faire concurrence à d'autres secteurs d'activité, hein, ça va de la petite enfance à la vieillesse en passant par les hôpitaux, etc., le travail social. Mais effectivement, on est le secteur d'activité le plus touché par les suicides. Donc voilà, c'est quelques faits qui montrent bien que l'épuisement professionnel, ce burn-out, c'est protéiforme, c'est multifactoriel aussi, et que ça se construit dans un contexte au croisement du travail, de l'individu et de la société. Merci beaucoup pour vos réponses. Mais est-ce que, avec ce que vous dites, on s'entend sur le fait que l'épuisement professionnel ou le burn-out est une maladie professionnelle qui est le résultat d'une fatigue physique, mentale, émotionnelle, et que ça peut conduire à un arrêt professionnel? C'est drôle, hein? Moi, j'ai de la difficulté à dire que c'est une maladie. Pour moi, l'épuisement professionnel, c'est un état. C'est un état lié à un contexte
dans lequel il y a une accumulation de facteurs de stress, une accumulation euh, ou du moins des lacunes, accumulation de lacunes au niveau des conditions de vie. Donc, ici, je fais un lien avec les déterminants sociaux de la santé. Donc, je pense, non, pour moi, je vois pas ça comme étant une maladie, mais comme étant le résultat de multiples facteurs, un peu comme Ludwig avait nommé tantôt, là. Ok. Oui, pour moi, c'est une maladie du travail. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend les différentes enquêtes qui ont été menées, notamment les enquêtes Summer, qui relèvent effectivement deux impacts prioritaires, deux conclusions, c'est l'organisation du travail sur le mal-être des gens qui ressort d'un côté, et c'est aussi le rôle décisif effectivement du soutien social sur le lieu de travail. Et d'autres spécialistes, je pense à Christophe Dejour qui est spécialiste en psychodynamique du travail, entre autres, ils vont dans le même sens en mettant le doigt justement sur l'organisation du travail. Et c'est vrai que les RPS, comme je le disais, c'est au croisement de l'individu, de la société et du travail. Mais c'est effectivement un symptôme, en tout cas le burn-out. Euh, Hmm. le reconnaître comme une maladie, ça permettrait effectivement de pouvoir le classifier et de pouvoir soigner les gens correctement. Mais ça aurait effectivement, pour certains, l'impact pervers de mettre en lumière justement en quoi le travail, son organisation euh, est l'un des principaux facteurs, en tout cas, de souffrance au travail et d'effondrement professionnel, quoi. Ouais, ouais. Je trouve de plus en plus, on a tendance à pathologiser des problèmes qui sont sociaux, hein, dans le sens que on peut avoir tendance à étiqueter les personnes, alors que, donc, tu sais, à étiqueter, hein, la personne est dépressive, la personne est anxieuse, la personne, oui, même le burn-out, on va l'utiliser comme diagnostic. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça nous permet pas de contextualiser, c'est-à-dire ça nous permet pas de comprendre, hein, qu'est-ce qui est en cause, hein, dans le fait que les gens se retrouvent dans cet état-là. Et quand je parle de ce qui est en cause, ben, je parle de l'importance de se pencher, hein, puis de regarder quels sont ben, étant donné qu'on parle de burn-out aujourd'hui, hein, c'est lié au travail, ben justement, quelles sont les conditions de travail, le climat aussi, l'ambiance qui font que les gens se retrouvent dans cet état-là. Mais on peut aussi se poser cette question-là quand on essaie de comprendre les autres sphères de vie, hein, donc qu'est-ce qui est en cause, hein, donc est-ce que le fait d'avoir, je sais pas moi, un enfant malade dont j'ai à m'occuper et qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, hein, va impacter mon rôle de travailleuse? Oui. Hein, est-ce que ça pourrait être un facteur qui me conduit à un épuisement professionnel? Oui. Donc, ce que je trouve dommage parfois, quand on va avoir tendance à étiqueter les problèmes sociaux, à les pathologiser comme si c'était des maladies, ben ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait porter le poids de cet état-là à une personne, alors que le problème est beaucoup plus large et beaucoup, le problème est plutôt sociétal, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, quand on pathologise, ben, on fait porter la responsabilité sur le dos de l'individu et malheureusement, ça limite les leviers de changement social qu'on pourrait apporter, donc des solutions concrètes au niveau de l'action sociale, au niveau de la défense de droits, au niveau de la sensibilisation. Voilà. Super. Et justement, au niveau législatif, comment ça se passe dans vos pays? Est-ce qu'il y a des lois qui protègent les professionnels? Est-ce que tu voudrais commencer, Jill? Oui, donc en Belgique, il y a donc le code du bien-être au travail. Donc là où le burn-out n'est
pas clairement défini, mais il est juste cité en tant que manifestation de risques psychosociaux. Et donc ce code invite les employeurs à évaluer les risques et à proposer des mesures de prévention et ainsi que proposer un trajet de réintégration aux travailleurs. Comment ça se passe en France, par exemple? Nous, on est sur, déjà une obligation de l'employeur, enfin, au niveau de la sécurité et de la prévention des risques au travail. Une obligation de l'employeur de l'article 41-21 du Code civil qui dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer justement la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça, on a déjà une loi générale au niveau du Code civil qui oblige l'employeur. Après, au niveau, par exemple, QVT, qualité de vie au travail, on a des textes, comme la loi Rebsamen de 2015, qui permet d'intégrer justement cette notion de QVT, qualité de vie au travail, au Code du travail, avec différents accords aussi national, interprofessionnels, d'ailleurs en 2013 sur la qualité de vie et conditions de travail. Et puis on a eu la loi santé et travail, la loi santé au travail, qui rentre en vigueur en avril 2022, dont l'objectif justement de la réforme santé, c'est de pouvoir renforcer justement la prévention en entreprise et de prévenir la désinsertion professionnelle et d'améliorer également le suivi individuel et médical des salariés. Donc voilà, on a effectivement une politique qui est censée s'appliquer pour prévenir en tout cas la santé au travail. Mais c'est aussi le rôle des préventeurs des risques, le rôle des CSE, des CHSCT, des instances aussi voilà, professionnelles ou des syndicats, de former les personnes sur leurs droits, sur l'accompagnement effectivement à connaître ses droits. Donc on a quand même effectivement un petit arsenal législatif qui oblige à mettre des moyens, en tout cas dans la prévention. Les résultats, ça reste en questionnement, à mon sens. Merci. Et au niveau du Québec? Donc, au niveau législatif, en fait, ce que Gilles et Ludwig ont apporté, ben, au Québec, ça ressemble un peu à ça. Donc, déjà, nous aussi, bon, il y a la Charte des droits et libertés qui, en fait, interdit tout comportement discriminatoire au niveau du travail. Donc, il y a déjà ça. Mais il y a également, bon, d'autres lois qui se rapportent au travail. Donc, on a les lois les normes en fait du travail au Québec, la loi sur l'équité salariale et bien sûr, le code de travail là, qui justement détermine les relations employeurs et les salariés qui sont syndiqués. Pour ce qui est des salariés qui ne le sont pas, en fait, il y a la CNESST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité du travail, qui défendent les droits des salariés qui ne sont pas syndiqués. Donc voilà, en termes de législation, là, ce qui protège les travailleurs. Alors, merci beaucoup pour ce point, on va dire un peu plus législatif et protection des professionnels. Et si on abordait maintenant les facteurs de risque? Oui. Ben, les facteurs de risque, c'est vrai que. Alors après, il va falloir être synthétique parce que c'est difficile d'être synthétique sur un gros sujet comme ça. Et puis, on va essayer d'être assez Oui. pédagogique pour pas faire justement une liste des différents facteurs. Mais bon, on va prendre quand même un petit peu le temps. Et puis, de toute façon, on va se compléter. Moi, j'ai envie de commencer sur cette question sur les différents facteurs de risque. C'est un peu comment le repérer. Pour revenir sur le fait qu'effectivement, le burn-out, c'est un tsunami. C'est vraiment un effondrement. Ce qu'on entend chez les patients, c'est on a tué mon travail, c'est je sers à rien, c'est je veux mourir. Donc vraiment, il faut vraiment revenir sur le fait que l'épuisement professionnel, le burn-out, ça emporte tout sur son passage, soit sa famille, l'entourage. Qu'est-ce qu'on répond à un mari dont la femme a fait une TS, une tentative de suicide? Qu'est-ce qu'on répond à des enfants par rapport à une maman qui pleure, qui dort tout le temps?
Donc, le but, effectivement, en listant un peu les facteurs ici, c'est de pouvoir se protéger et d'avoir quelques éléments de connaissance pour tirer la sonnette d'alarme, en fait. C'est un petit peu, voilà, le b.a.-ba. Euh, donc moi, effectivement, le burn-out, pour moi, c'est d'abord le replacer dans les risques psychosociaux. Parce qu'en fait, parler du burn-out sans le replacer, pareil, à nouveau dans son contexte, ça ne permet pas forcément de le comprendre. Et les RPS, en fait, donc pour tout le monde, c'est voilà ce qui porte atteinte, les éléments qui vont porter atteinte à notre intégrité physique, à notre santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel. Et dans ces risques, justement, eh ben, ça peut être le stress, ça peut être, parmi les plus connus, ça peut être aussi le harcèlement, l'épuisement professionnel, donc, ou même la violence au travail, et que ça va engendrer les RPS des pathologies, de problèmes de sommeil, de dépression, de TMS, de maladies psychosomatiques. Et parmi les troubles, justement, des risques psychosociaux, parmi les symptômes, il y a le burn-out, qui touche en priorité, effectivement, les professionnels de la relation d'aide qui sont vraiment très engagés et très investis émotionnellement dans le travail parce que on est dans un travail d'aide et d'accompagnement, c'est notre travail, la relation d'aide et d'accompagnement. Et ce travail d'aide, il y a souvent des déséquilibres entre les exigences élevées que les professionnels ont, le travail qui est prescrit et les moyens dont on dispose pour le réaliser, le travail réel, voire le travail vivant, ressenti, euh, et donc un travail en quelque sorte qui est empêché, un travail empêché de qualité. Donc on a vraiment un déséquilibre entre les exigences de moyens plus un fort engagement qui vont être des facteurs clés de l'épuisement professionnel. Mais parler du burn-out, et après je passerai la parole et je reviendrai un petit peu là-dessus, c'est parler des facteurs de risque et du rapport Golac qui donne 6 facteurs de RPS qu'on retrouve un petit peu dans l'élaboration et la construction du burn-out. Les 6 facteurs de risque du rapport Golac, c'est l'intensité et le temps de travail, c'est-à-dire tout ce qui va être course, pressurisation, surcharge, mais c'est aussi les exigences émotionnelles ressenties au travail, très fortes en termes de facteurs de risque. C'est également le manque d'autonomie du salarié, le tout contrôle, et donc le manque effectivement d'innovation et d'être autonome dans son travail. hein. Mais c'est aussi les rapports sociaux au travail qui sont dégradés, le manque de collectif. C'est également des conflits de valeurs et d'éthique chez le professionnel. Et c'est enfin une insécurité de la situation de travail liée à la précarisation, liée au risque de chômage. Donc voilà, on a 6 facteurs de risque dans lesquels on retrouve aussi voilà, le terreau du burn-out. Et on le disait tout à l'heure, même les enquêtes Summer ont relevé 2 conclusions comme facteurs de risque, l'organisation du travail et effectivement le manque de soutien social sur le collectif de travail. Et je reviens sur ce que disait Gilles, sur le fait qu'on est tous embarqués aussi salariés, chefs de service éducatif ou cadre intermédiaire, directoire, voilà, dans ce rapport dégradé, en tout cas au travail. Donc après, voilà, il y a d'autres facteurs de risque sur le burn-out, avec différentes dimensions Oui. sur lesquelles je pense on va revenir. Mais peut-être que Maria ou Gilles, vous voulez compléter un petit peu ça. Ouais. Je voulais justement rebondir, Ludwig. Je pense que tu as vraiment, t'as vraiment soulevé les facteurs de risque liés à la sphère professionnelle. Et moi, j'ai envie d'aborder les facteurs de risque qui sont en parallèle et qui peuvent contribuer aussi à l'épuisement professionnel. Donc, je pense ici aux personnes peut-être qui surinvestissent leur sphère professionnelle au détriment des autres sphères de vie. Le travail, oui, occupe une grande place dans notre vie, mais ne devrait pas être la seule sphère qu'on devrait investir. Ça, c'est un. Il y a l'isolement social également. Donc, moi, je pense que les gens qui sont isolés, euh, qui, euh, qui justement manquent de soutien quand ils vivent des moments difficiles, je pense que ça peut contribuer aussi quand il y a un manque de ressources d'aide. Mais aussi, les habitudes de vie aussi qui peuvent, habitudes de vie, mais conditions de vie aussi qui vont impacter le travail. Donc, si je vis du stress lié
à ma situation socio-économique, si je vis du stress familial, je suis une aidante naturelle de ma mère qui est âgée, qui est hospitalisée une fois par semaine. Tu sais, tout ça là, va impacter aussi ma capacité à exercer mon rôle de travailleuse Hmm. adéquatement. Donc, voilà, je trouvais que c'était important d'amener des facteurs de risque qui étaient peut-être en parallèle aux facteurs de risque qu'on peut retrouver particulièrement au Oui, travail. c'est clair. Et puis, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de l'épuisement professionnel sur l'individu lui-même, alors que on va tout mettre on va mettre beaucoup de choses sur les épaules comment dire, de l'assistance sociale, en disant, bah, peut-être que t'as pas pris tes précautions, peut-être que t'es pas obligé de travailler autant. On est dans ce genre de dynamique. Alors que la responsabilité, elle est partagée avec l'institution, elle est partagée également avec les mesures gouvernementales. À partir du moment où, comme Ludwig le Ouais. disait, les maladies professionnelles de longue durée, ben c'est, en tout cas en Belgique, nous, c'est 46% comment dire, liées aux maladies mentales, voire maladies, burn-out, épuisement professionnel. Ben il y a des choses à faire en fait. Oui, 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 je sais pas si Gilles t'avais terminé, mais sur le burn-out, sur les différents facteurs, bien sûr qu'on va retrouver hein, classiquement la surcharge de travail, le fait de plus s'en sortir, la pression temporelle, la déstructuration organisationnelle, le turnover, un management parfois délétère, le manque d'équité, etc., les injonctions paradoxales. Juste le burn-out, je voulais dire que c'était aussi des dimensions et des signaux d'alerte. Euh, Trois dimensions au burn-out. Hein. Euh, pour le repérer, c'est aussi un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement. C'est-à-dire que voilà, je manque de force, je suis fatigué, je recharge plus assez ma pile, je vais un peu au boulot en traînant les pieds, je suis fatigué ce matin. Et donc c'est aussi un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments négatifs vis-à-vis du travail, un cynisme lié au travail, hein, les idées noires, les ruminations, de la colère, de l'impuissance, on voit toujours le verre à moitié vide, ça va jamais. Et puis une perte d'efficacité professionnelle parce que du coup, comme on est fatigué, on a du mal justement à faire notre travail. Donc il y a un peu des signaux d'alerte. On n'ira pas là dans les signaux faibles, les signaux forts, etc. Ou ce sera peut-être plus tard dans le repérage. Mais voilà, votre fatigue constante, un repos qui répare plus, c'est-à-dire quand le week-end suffit plus, quand les vacances suffisent plus à récupérer mentalement et physiquement, parce qu'on l'a dit, l'épuisement professionnel, c'est aussi une chute physique, c'est pas que Mhm. mental, hein. C'est physique. Donc une fatigue qui répare constante et du repos qui répare plus, c'est une perte de plaisir au travail. Hein, on n'a plus le goût, ou alors on vient la boule au ventre au travail. Et puis c'est aussi pour tenir le recours aux produits. Ça, faut aussi le connaître parce que le recours aux expédients pour tenir la pression, pour tenir au travail, par l'alcool, par les drogues, les médicaments, la caféine. Bah ça, voilà, c'est trois gros signaux d'alerte entre la fatigue constante, la perte de plaisir, le recours aux produits pour tenir et ce stress chronique qui fait qu'à un moment donné, bah en fait, on est sur la ligne, c'est ça, et qu'on va d'un coup tenir, 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 tenir. Tu l'as dit, on se culpabilise, on prend sur soi, on n'a pas le droit d'être fragile, sauf qu'à un moment donné, c'est l'effondrement du jour au lendemain ou d'une heure sur l'autre. Merci. Merci Ludwig, tu as commencé déjà à répondre à ma prochaine question de quels sont les impacts ou les conséquences de l'épuisement professionnel, justement. Je ne sais pas si Maria ou Jill, vous voudriez ajouter des choses. En fait, tu sais, quand j'écoute mon camarade Ludwig parler des facteurs liés au travail là, qui engendrent le burn-out, des habitudes de vie néfastes, en dépendance, justement, on se laisse aller, on est fatigué, on arrête de bouger, de faire des exercices, on s'isole, etc. Ben, ce qui me vient en tête, hein, c'est comment hein, les sphères la sphère professionnelle, entre autres, hein, mais comment nos sphères de vie peuvent s'inter-influencer, interagir les unes avec les autres, hein, ce qui fait qu'on peut se retrouver hein, dans un cercle vicieux, hein, dans le sens que
il y a un moment où on n'est plus capable peut-être de délimiter qu'est-ce qui appartient à la sphère professionnelle, qu'est-ce qui appartient à la sphère privée en ce qui a trait aux facteurs de risque. On dirait que tout se chevauche ou s'entremêle là-dedans. Fait que je voulais quand même soulever l'espèce de spirale dans laquelle on peut se retrouver. Donc, quand on vit un épuisement professionnel, effectivement, ça a des impacts dans nos autres sphères de vie. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, quand on vit des défis, des épreuves dans les autres dimensions de notre vie, ben oui, ça peut également impacter notre façon d'exercer notre profession, notre travail. Donc, je voulais juste amener cette perspective-là. Ouais, clairement, je pense que quand tu es épuisé professionnellement, c'est d'autant plus dur quand tu es abîmé, comment dire, de soutenir également des gens qui le sont aussi. Alors que ce soit au niveau de ton équipe, mais également comment dire, vis-à-vis des bénéficiaires que tu reçois. En fait, c'est comment ne pas abîmer alors que moi-même, je suis abîmée. Oui, ben, ça me fait penser comment aider sans nuire à notre usager, comment aider sans se nuire soi-même. Puis justement, un des premiers livres que j'ai lu en travail social s'intitule Aider sans nuire de Suzanne Lamarre qui est, je me souviens plus, c'est les pédopsychiatres ou psychiatres, mais je trouve que cette question-là se pose. Puis la fatigue de compassion, c'est un peu ça, je pense. C'est vraiment quand on n'arrive plus ou difficilement à être dans la relation d'aide, à être empathique, d'accompagner l'autre, de soutenir l'autre, parce que nous-mêmes, probablement, on a besoin de ce que notre client recherche et on n'arrive peut-être pas à obtenir soi-même. Donc, comment soutenir quand nous, on a besoin de soutien? Oui. Moi, je voulais rebondir sur justement un petit peu les phases d'épuisement, parce que c'est effectivement les conséquences terribles pour la personne, l'entourage, et aussi pour les institutions, parce que il y a la personne, mais si on se place d'un côté RH, c'est aussi la perte de Ressources humaines. salariés. Oui, ressources humaines, c'est aussi la perte de salariés, c'est aussi du remplacement, donc de la fatigue qui se génère chez le collègue à cause des arrêts. Donc finalement, c'est les vases communicants, d'où l'importance et l'intérêt de se préoccuper, de faire de la prévention pour éviter justement voilà, les arrêts maladie. Mais reconnaître effectivement l'épuisement professionnel, c'est 4 stades, selon Marie Peset. C'est voilà, d'habitude on a une fatigue qui disparaît au repos, c'est-à-dire qu'on a tous effectivement, comme je disais tout à l'heure, voilà, des montées de stress normales, aiguës dans la vie, et des phases de repos qui permettent effectivement de revenir à un état de stabilité, et donc d'une fatigue qui disparaît au repos, qui libère des hormones, où on a un organisme qui reste dans les limites physiologiques. Et puis, effectivement, on va avoir ces phases qui vont évoluer vers surmenage, un effort qui se prolonge donc au loin de la normale, donc une certaine phase d'alarme dans le corps, une certaine forme de résistance, mais on gère, on tient, on gère la fougère, on s'adapte, on tient pour le public, donc on se culpabilise, on tient pour les collègues qui vont nous remplacer si on s'arrête, donc je rejoins, on se culpabilise, mais on s'adapte, on tient, sauf qu'à force de tenir, on a une évolution, un troisième stade, avec l'apparition de troubles, phase d'épuisement, une phase de recours aux produits, comme je le disais, pour tenir encore, avec des capacités d'adaptation qui justement se débordent. On est en surchauffe, ça y est, on est en état de stress chronique qui est donc installé, on est là-haut, on est sur le fil jusqu'à ce que je disais, in fine, un dernier stade, la chute vraiment dans le vide, où l'organisme est HS, mais la chute dans le vide, c'est on se lève plus le matin, c'est on sort pas de sa voiture, c'est on bug devant son ordinateur, c'est ça y est, on est complètement au Japon, ils parlent du karoshi, c'est-à-dire de la mort directe au travail, de l'AVC directement au travail. Le corps a dit stop, c'est la destruction de tous les mécanismes régulateurs avec des dommages irréversibles,
cognitifs, physiques, des décompensations qui peuvent aller très loin. Donc on est vraiment là dans un chaos, dans un tsunami. Et c'est ça, effectivement, pour en venir aux conséquences, qu'on va amener chez soi et avec nous, et aussi où on peut être contagieux au niveau de l'entreprise, hein. D'où le fait de des fois renvoyer la faute sur l'individu pour voilà que ça touche pas trop aux fondations, aux fondements de l'organisation du travail, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc après effectivement oui oui il y a comment on prévient également. Ah, tu anticipes encore mes On questions. y vient. Eh ben, Ludwig, t'as volé un peu ma punch, mais on va justement se lancer sur le sujet comment prévenir l'épuisement professionnel. Pour, justement, prévenir l'épuisement professionnel, je pense que c'est important, en fait, de, prendre du temps pour soi. Alors on le dit, souvent, de penser à soi, de faire des choses qu'on aime. Il y a même, le petit livre, Ode, à la paresse, où on nous demande justement de prendre de la distance et pas de rien faire, mais juste pouvoir analyser ce qui se passe. Souvent, chez les travailleurs sociaux, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans le faire, dans l'action, et qu'à un moment se dire bah stop, je vais pour une fois rien faire, je vais juste me poser ou faire quelque chose que j'aime bien, qui me fait du bien, où je prends du plaisir. Souvent il y a un système où on se sent un peu coupable, où on se sent un peu culpabilisé d'un moment de plus être dans cette action en fait. Et quand tu dis, Gilles, ça me fait penser à ça, quand tu dis de prendre des moments de plaisir, mais est-ce que tu parles des moments de plaisir personnels chez soi ou même prendre des moments de plaisir au travail et d'accepter de ne rien faire au travail à des moments où on a besoin d'une pause? Clairement, clairement. Je pense que les 2 sont, vraiment super importants. Alors à la fois au travail, oser prendre des pauses parce que même physiologiquement, ce n'est pas possible de tenir, comment dire? En travaillant, 4 heures d'affilée, sans, prendre un seul break, sans un moment se poser et également dans, comment dire? Dans le plan un peu plus perso, hein et je pense que certes, il faut, distinguer, le milieu, professionnel du milieu perso, mais à un moment, on peut totalement, se regrouper entre, comment dire? Entre collègues et se dire: «Bon, bah, voilà, maintenant on fait un break ensemble, on parle de tout, sauf du travail, sauf des situations auxquelles on doit faire face» et ou alors même aller boire un petit verre à la fin, comment dire? À la fin de la journée, tout simplement. Je rebondis hein, justement sur les collègues, de parler d'autre chose, ça s'entend totalement. L'entourage professionnel, c'est aussi les collègues qui peuvent interpeller sur les signaux qu'ils peuvent voir chez nous. C'est-à-dire que cette vigilance entre collègues, dans l'entreprise, elle est nécessaire. Pouvoir voir qu'un collègue se replie sur soi, a des changements dans son attitude, se désinvestit du travail, a un espèce de désengagement inhabituel, bah, tout ça, c'est des signaux que l'entourage professionnel, en termes de vigilance collective et de remettre du collectif dans l'entreprise, je te rejoins, qui sont qui sont vraiment importantes, hein. Et effectivement, pour pouvoir, comment dire? Communiquer entre collègues, je pense qu'il y a, enfin, qu'il faut absolument lever un peu la honte de se dire à un moment: «Bah, écoutez les gars, aujourd'hui, ça va pas, je serai pas en mesure d'accueillir, le bénéficiaire, d'accueillir même une réunion parce que là, je suis en train de saturer» et je pense que, en tant que travailleurs sociaux, on peut aussi avoir du mal à se dire: «Bah, voilà, là, on touche à mes limites et est-ce que mes collègues seront prêts de un à l'entendre et surtout à m'épauler, en fait?» Ludwig, au début, quand il s'est présenté, avait parlé de violence institutionnelle. Ben moi, je pense que c'est important de dénoncer ça et de s'affirmer, de ne pas accepter. J'ai déjà eu une gestionnaire qui, devant un de mes commentaires, en fait, je dénonçais quelque chose. Je trouvais qu'il y avait un non-sens dans l'exercice d'une tâche qui m'avait dit que j'étais en colère et que ma colère n'était pas bon pour ma santé, n'était pas bonne pour ma santé. Et en tout cas, je trouvais que c'est un exemple, là, pour moi, ça voulait dire tais-toi et subis. Donc, je pense que ça, c'est important de faire. Puis, tantôt, tu sais, quand Gilles avait mentionné, ben, on peut prendre du temps pour soi, puis au sein du travail, prendre des pauses, tu sais, se rassembler entre collègues, ben,
sais, justement, étant donné qu'on est tellement dans le paraître et le faire, est-ce qu'on peut être un peu plus dans l'être, hein, et dans l'acceptation de ce qu'on ressent, de ce qu'on éprouve, dans l'acceptation de nos besoins? Est-ce qu'on peut humaniser davantage, tu sais, notre milieu de travail et même humaniser davantage, hein, on peut parler à des services publics, des climats institutionnels. Donc, voilà. Ludwig, tu voulais ajouter quelque chose? Mais oui, je rebondis effectivement sur l'importance de se connaître soi. C'est facile à dire, hein, sur le papier. Se connaître soi, c'est pas si évident parce qu'on parle beaucoup des facteurs liés à l'organisation du travail, ou au rôle de management ou du collectif ou des moyens alloués à nos missions, hein. Il y a quand même effectivement dans se connaître soi certains facteurs individuels, hein, qui sont quand même liés au burn-out, qui sont quand même à prendre en compte dans l'histoire de l'épuisement professionnel, hein, nos antécédents familiaux ou personnels, nos traits de personnalité, euh, qu'est-ce qu'on cherche au travail à travers la reconnaissance que l'on veut en obtenir. Donc il y a des traits de fragilité individuels qui peuvent être des facteurs d'explication sans exonérer justement les facteurs de risque dus au travail. Mais oui, collectivement, forcément, il faut des mesures de prévention, des plans de diagnostic RPS à l'intérieur, effectivement, des structures pour analyser les conditions de travail. Ça doit être une priorité. On doit essayer de faire diminuer également les exigences professionnelles qu'il y a sur nous, sur les salariés, et augmenter forcément les moyens, les ressources à leur disposition, moyens humains, moyens matériels, remettre du sens, des espaces de parole, agir sur tout ce qui est reconnaissance, hein, tant symbolique que salarial, avoir un management effectivement bien traitant. Donc effectivement, les mesures de prévention, autant il y a se connaître soi, et puis il y a effectivement tout ce qui est organisation de travail, reconnaissance et moyens alloués. Encore une fois, hein, le rôle de la médecine du travail qui coordonne, hein, justement le repérage euh, des signaux liés au fonctionnement de la structure de santé et de la sécurité des travailleurs, hein. Oui, oui. Ouais. Ben, je voulais juste ajouter que je pense aussi, tu sais, dans les institutions, tu sais, tu sais, quand tantôt je parlais d'humaniser les services, j'ai travaillé longtemps dans les eaux de la santé et vraiment, j'ai envie de dire, en tout cas, que le tissu social, professionnel au sein des institutions, moi, je trouve que c'est beaucoup effrité. Quand j'ai commencé à travailler dans le réseau, ben c'était un petit milieu, les gens se connaissaient, j'avais un problème avec ma paye, j'allais voir la personne responsable, tu sais, et on sentait vraiment que un lien d'attachement, un sentiment d'appartenance à l'institution. Tu parlais tantôt, Ludwig, tu sais, d'être reconnu, tu sais, de se sentir valorisé au travail. Ben, il y a ça, je trouve, qui manque terriblement. Est-ce qu'on peut souligner, quand j'ai commencé, on soulignait les anniversaires, on soulignait les années les années de pratique. Donc, tu sais, il y a tout ça, je trouve aussi, qui pourrait être des belles façons de prévenir l'épuisement. Ça serait vraiment de prendre soin de son personnel, quoi. Puis ça va au-delà, pour moi, des chartes des chartes de protection des travailleurs, là. C'est vraiment, moi, je trouve, il y a une responsabilité institutionnelle là-dedans aussi. Je trouve que ce point est très important sur la responsabilité institutionnelle parce que tout le temps, puis vous l'avez plusieurs fois mentionné, on met l'emphase sur c'est la faute du professionnel, c'est la faute de l'individu et ça écarte complètement de la carte, la cartographie, le système en fait, l'institution, l'organisme et les collègues en fait, le collectif. Et je me posais aussi la question, comment vous voyez la place de l'analyse de la pratique professionnelle ou de la supervision, qui est un service qui est parfois proposé par des employeurs, mais qui de moins en moins se trouve présent actuellement dans nos emplois.
si vous me permettez, j'ai eu la chance dans mon parcours dans le réseau de la santé, justement, d'avoir accès à ce service-là. Donc, le CLSC payait un superviseur externe et donc, c'était la supervision de groupe surtout et c'était tellement enrichissant, tellement nourrissant, cette forme de soutien, d'accompagnement. Ça laissait place à des échanges vraiment des échanges nourrissants, si on peut dire ça. Euh, et, euh, et en fait, moi, je trouve que ça fait toute la différence. Moi, je trouve que je suis devenue beaucoup plus confiante et solide dans ma profession, dans mon identité professionnelle grâce à ce service-là. Puis aussi, c'est d'avoir quelqu'un de l'externe, donc quelqu'un qui a un regard objectif par rapport à ce qui peut se vivre à l'interne. Donc, écoute, je trouve que c'est une façon de prendre soin de soi en tant que professionnel, tout en pouvant mieux prendre soin de nos clients. Oui, je crois que la prévention du burn-out, elle est tout autant multifactorielle qu'il y a de burn-out, hein. Dans la prévention. Forcément, l'analyse de la pratique professionnelle, c'est fondamental comme espace de parole, hein. Gilles, tu parlais tout à l'heure de faire tomber le tabou de la fragilité au travail, hein, parce que même dans le secteur médico-social, il faut être fort, il faut pas être fragile. La violence est inhérente aux personnes carencées qu'on accompagne, donc il faut faire avec, comme un certain sorte de fatalisme, ça fait partie de notre travail. Donc non, la culpabilité, effectivement, fait pas partie de notre travail. Non, se sacrifier comme une vocation ne fait pas partie de notre travail. Mhm. Oui, on y est engagé, oui, on y est investi, mais effectivement, voilà, c'est la culpabilité à se débarrasser. Et ces espaces de parole sont faits justement pour libérer la parole, pour parler de nos fragilités, pour se connaître, se reconnaître entre collègues. Donc la formation aussi, la formation au risque, comme on fait aujourd'hui, les interventions, les conférences, amener de la connaissance, tout ça c'est de la prévention. Rejoindre des collectifs aussi, pas rester seul, en effet. Reconnaître la personne qui est en souffrance, pouvoir écrire des fois ses émotions. L'écriture, c'est quelque chose qui est, moi je le dis toujours, écrivez à la fin de votre journée, déposez les émotions dans l'écrit, et écrivons comme voilà, sans style, point de style est besoin pour commencer à écrire. Ça fait du bien, ça permet de se détacher de ses émotions. Alors, tout ça, ce sont effectivement des préventions, on va dire, individuelles pour se protéger soi, de se former à la mesure du stress, etc. Mais voilà, au niveau institutionnel, maintenant, parce que c'est facile individuellement de se protéger du stress, d'aller respirer, d'avoir fait un atelier voilà, de sophrologie au travail pour pouvoir supporter le stress sans toucher aux causes. On a quand même des niveaux d'intervention normalement qui existent dans les institutions qui doivent être opérants. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire, et toutes les démarches également de santé, de qualité de vie et de conditions de travail que l'on peut réaliser en fonction des salariés. Mais oui, la prévention, c'est aussi bah oui, d'augmenter les moyens pour effectivement faire du travail de qualité et garder ses salariés dans le mieux-être possible, quoi. Ouais, ouais. Jill, quand on s'était vu pour préparer, tu parlais aussi de la médecine du travail. Oui, 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 de ne pas hésiter à faire appel à la médecine du travail en Belgique, donc c'est Mensura. Et aussi enfin certaines organisations en Belgique en tout cas proposent des postes de personnes de confiance. Donc ce sont des collègues, souvent peut-être même pas travailleurs sociaux, mais qui connaissent l'institution, qui connaissent un petit peu les missions de toutes et tous, et donc qui peuvent accueillir la parole et qui peuvent aussi accompagner la personne justement à frapper à la porte de la médecine du travail. Je sais bien qu'il y a aussi d'autres institutions qui proposent, alors ça a l'air de rien, hein, effectivement des espaces de parole, mais qui proposent également, comment dire, des retraites entre collègues, histoire de faire un break, qui proposent aussi des formations continuées sur la détection au burn-out, mais voilà, ça à demander en tout cas.
J'avais envie de faire une petite blague à ce que tu disais, Ludwig, tout à l'heure, d'écrire ce qu'on vit au travail, autant les aspects potentiellement positifs que plus négatifs. Le fait d'écrire, on peut se rendre compte que, ah tiens, là en ce moment, je me sens plus irritée, ah, je me sens plus fatiguée. Quand je regarde, il y a 2-3 semaines, c'était pas du tout la même énergie. Puis ça peut vraiment aider. Et surtout, je me disais, mais pourquoi pas écrire un livre après ou faire un Puis, épisode de ouais. podcast. En tout cas, un indicateur aussi de stress quand on écrit, hein, c'est que si notre crayon à la fin est mâchouillé, ça peut être un indicateur de stress également. Génial. Alors justement, maintenant, on pourrait partir du principe qu'on va parler d'une personne qui a vécu un épuisement professionnel. Ben, comment ça se passe, son rétablissement, en fait, l'après, le post-épuisement professionnel? En fait, donc, quand une personne part donc pour des raisons de burn-out, moi je trouve que c'est toujours compliqué parce que on a envie de prendre de ses nouvelles en sachant que bah voilà, on est collègues. Est-ce que mon petit SMS ou mon appel ne va pas lui faire bah, de un culpabiliser ou de deux je viens avec mes grosses bottes du boulot dans son quotidien? Est-ce que voilà, on a toujours cette crainte et cette peur d'arriver là où il faut pas. Et quand la personne revient, donc, de toute façon, l'employeur, en tout cas en Belgique, est obligé de faire ce qu'on appelle un trajet de réintégration. Donc, de réduire peut-être son temps de travail, de réduire, comment dire, son temps de travail presté. Mais là aussi, je pense qu'il y a un problème de culpabilisation parce qu'on se dit: «Ah bah zut, je suis travailleur social et je vais avoir moins de suivi, je vais être moins présent sur site, je vais peut-être être moins présent, lorsqu'il y a des informations importantes qui vont être, discutées en service». Donc il y a quand même une certaine exclusion de la part de ce travailleur et donc je pense que c'est, aux responsables d'équipe d'aller le rechercher, d'aller, peut-être lui faire, peut-être un petit récapitulatif, de ce qui a été fait, durant son absence et de ne pas hésiter à revoir peut-être son horaire. Revoir ses tâches sans pour autant le culpabiliser et lui dire c'est suite à ton burn-out, c'est suite à ta fragilité que tu as. Puis dans ce que tu dis, j'ai l'impression aussi, il faut que le professionnel se sente légitime aussi de dire, là, je viens de vivre un épisode très fort. On parlait beaucoup d'une chute physique, d'un choc physique, émotionnel, mental. J'ai besoin qu'on adapte mon horaire, j'ai besoin, parce que parfois, ça ne vient pas de l'employeur. Oui, on est des victimes, hein, c'est-à-dire que les personnes qui sont tombées en burn-out sont des victimes du travail. Et comme toute victime euh, d'agression, de vol, peu importe, toute victime a besoin d'être reconnue dans sa place de victime, que ce n'est pas de sa faute, qu'elle a été agressée par effectivement des conditions qui ont mené au burn-out, et donc doit avoir justice pour pouvoir se réparer et pour pouvoir effectivement aller en reconstruction post-burnout, effectivement, individuellement. Et ça passe par effectivement, bah oui, la reconnaissance par la médecine du travail, par des organismes, par du prud'homme, par des démarches effectivement médicales et juridiques pour que la personne elle puisse se dire ok, je peux revenir au travail, c'était pas de ma faute. Et il va falloir analyser les conditions de l'accident de travail, c'est-à-dire du burn-out. Et pas seulement, parce que si on la remet dans un nouvel environnement, on est tous travailleurs sociaux, on sait très bien quand on prend en contexte tout le système, justement, de l'organisation, on le remet dans un mauvais terreau, forcément, on peut replonger. Donc soi-même, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé effectivement à chuter, à s'effondrer, pour pas recommencer à connaître ses propres limites. Mais effectivement, le retour au travail doit être préparé en analysant les conditions de l'organisation pour aménager, comme tu disais, Gilles, effectivement, en reprise thérapeutique, éventuellement, le travail. Quand on n'en change pas complètement en reconversion, qu'on ne change pas de, voilà, de champ professionnel, quoi. Ouais, ouais. Ou d'employeur. Mais justement, tu sais, je pense que, en tout cas, ce que vous dites fait bien du sens hein, dans la mesure où, ben, si on veut
si on veut que le retour au travail soit un succès, ben, je pense que il faudrait que la personne retourne dans un terreau qui soit différent hein, de celui qui l'a quitté. Hein. Donc, idéalement, ça serait que les conditions de travail soient optimales. En effet, je pense que la meilleure façon de travailler avec des victimes, entre guillemets, c'est de les amener hein, à se réapproprier hein, leur pouvoir. Parce que, bon, de voir avec, je pense que ce qui va être aidant, c'est de voir ben, sur quoi ces personnes-là, ces travailleurs ont de l'emprise, pas juste au travail, mais aussi qu'est-ce qu'ils peuvent mettre de l'avant dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours, qui peuvent renforcer leur confiance, mais aussi leur bien-être de façon générale. Est-ce qu'ils peuvent intégrer un peu plus, justement, s'ils ont besoin de repos, est-ce que c'est d'intégrer ça? S'ils ont besoin de plaisir, est-ce qu'ils peuvent insérer hein, des moments de plaisir dans leur quotidien? Donc, il y a une partie peut-être hein, qui appartient aux travailleurs qui retournent au travail, mais il y a aussi une autre partie, une partie peut-être plus importante, moi je pense, qui revient aussi au soutien qu'il va avoir de ses collègues et de l'employeur. Et par ce soutien, je pense qu'il y a aussi le fait de, de créer des routines, que ce soit l'employeur qui crée des routines, dans le travail de la personne qui revient, mais également au sein de l'équipe. Et on en a parlé précédemment, de se dire, bon, ben voilà, à 10h, tout le monde prend une pause, ou aller à 14h30. Ce sont des petites routines de 1 qui font du bien, et puis je pense que l'être humain est un animal plutôt routinier, dans lequel il se sent bien, et ça rassure. Donc, mettre ce genre de choses en place, oui. Oui, c'est connaître ses symptômes aussi. C'est qu'effectivement, quand on revient voilà, d'un burn-out entre 3 mois et 1 an et demi de reconstruction post-burn-out, c'est comment on apprend par la suite à dire non. Encore une fois, là, c'est très facile théoriquement ici de dire, voilà, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire aujourd'hui, je suis pas en capacité, je vais faire ce que je peux, donc de déculpabiliser, euh, de ralentir, de s'octroyer des pauses et de remettre du sens. Je trouve qu'aujourd'hui, redonner du sens au travail, c'est presque une aspiration révolutionnaire, parce que ça veut dire réfléchir effectivement sur le travail, sur pourquoi on est là. Et donc du coup, voilà, ce sera peut-être pour la fin, mais la question du sens au travail, de redonner du sens au travail quand on revient, c'est essentiel pour pas reproduire les mêmes causes aux mêmes effets, quoi. Puis il y a un point que je pense qu'on a abordé, mais très légèrement, mais c'est autant important, je pense, dans la reconnaissance des facteurs de risque, dans les impacts, la prévention de l'épuisement, puis dans le rétablissement. C'est peut-être aussi de consulter des professionnels de la santé mentale et des relations humaines. Je pense aux assistantes de service social, aux éducateurs spécialisés. On parle aussi beaucoup des psychologues. D'un point de vue de titres professionnels au Québec, on a justement les travailleurs, les travailleuses sociales et d'autres professionnels qui sont spécialisés dans l'accompagnement, la détection, si je peux le dire ce mot-là, la prévention et dans le rétablissement post-épuisement professionnel. Je seconde, je pense que c'est justement, je pense que c'est une ressource fort intéressante. Et en fait, il y a beaucoup d'employeurs qui offrent ici au Québec ce qu'on appelle un programme d'aide aux employés. Donc, il y a un certain nombre de rencontres que les travailleurs peuvent se prévaloir, qui sont gratuites, donc qui peuvent consulter donc des professionnels en relation d'aide. Donc, c'est quelque chose. Et ironiquement, autant que parfois dans les milieux de travail, les conditions ne sont pas optimales pour assurer un épanouissement personnel et professionnel, mais autant que parfois, effectivement, il y a quand même des bonnes choses aussi, et le programme d'aide aux employés, les assurances aussi,
permettent justement aux employés d'avoir recours à ce type d'accompagnement-là. Merci beaucoup pour tous ces retours. On va continuer notre interview sur l'épuisement professionnel et je vous poserai la question, quels conseils voudriez-vous apporter aux personnes qui écoutent cet épisode? Ben, le conseil que je donnerais aux personnes, ben, c'est tout d'abord, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester seul avec notre souffrance, avec nos malaises, d'être capable tu sais, de nommer ce qui ne va pas, de dénoncer ce qui est inacceptable. Bref, c'est vraiment de briser l'isolement et aussi de faire confiance, de se faire confiance et d'écouter notre voix intérieure qui nous dit ça me tente pas d'aller travailler, puis ça me tente pas, tu sais, depuis des semaines ou depuis des mois, tu sais, je pense que c'est vraiment et de s'écouter dans la bienveillance et non pas dans le jugement. Je pense que on en a déjà assez de se sentir jugé et pas à la hauteur. Donc, tu sais, de s'écouter, de s'observer, de s'écouter et de s'accueillir dans la bienveillance, là, de se croire quand on ressent que ça va pas. Oui, oui. Comme disait aussi Ludwig un peu plus tôt, oser dire non. Simplement, ça peut être très compliqué, mais connaître ses limites et dire non, ne pas attendre d'être abîmé ou trop abîmé pour un moment arriver à un point de non-retour. Et je pense même aller plus loin que si on n'est pas ou plus aligné avec ce qu'on nous demande, avec ce qui ressort du travail, oser démissionner. Je veux dire, c'est pas parce que on ne correspond plus ou que le travail plutôt ne nous correspond plus là où on est qu'on peut pas aller voir ailleurs. Voilà, il y a d'autres postes ouverts, surtout en tant que travailleurs sociaux qui est en Belgique un travail en pénurie. Donc, oser y aller. J'allais te proposer de venir travailler ici, mais parce qu'on a une pénurie nous aussi, mais ce que je comprends, c'est que la pénurie partout, Gilles! Bon, j'allais faire une petite blague, mais peut-être que la pénurie n'est pas forcément... Et peut-être liée à l'épuisement professionnel, hein. C'était ça, la petite punch. Donc, en gros, posez-vous des questions. Moi, je pense qu'on fait des métiers formidables. Je trouve que ces métiers du soin, de la santé, de la relation d'aide et de l'accompagnement, mais comme les métiers de l'enseignement, tout ce qui est des métiers avec l'humain sont effectivement tellement beaux, tellement engageants, humainement forts de principes et de valeurs, euh, qui méritent pas effectivement de nous rendre malades non plus. Et du coup, moi, je pose plutôt la question de la centralité du travail. Au-delà du fait que l'utilité de nos métiers dans le travail social, voilà, on a une utilité sociale, donc on y met ce sens-là. C'est quoi le travail pour moi? Qu'est-ce qui représente le travail? Euh, Est-ce que je pourrais remettre le travail, effectivement, quelle place il a dans mon équilibre, euh, dans mon écologie, presque dans mon écosystème personnel? Quelle est l'importance du travail si vanté? Est-ce que le travail, il est objet d'épanouissement ou d'aliénation? Et où je le place, effectivement, dans l'importance de ma vie, dans mes piliers principaux, entre aussi la santé, les loisirs, la famille et donc le travail, pour effectivement être en équilibre sur effectivement les piliers de ma maison. Donc voilà, le conseil, ce serait plutôt de se dire, attends, c'est quoi le travail? C'est important parce qu'effectivement, il est nourricier. C'est important socialement parce qu'effectivement, on y rencontre effectivement d'autres personnes. C'est important symboliquement, en termes de reconnaissance. Mais au-delà de ça, est-ce que ça vaut le coup effectivement que je me fasse mal au travail et que j'ai mal au travail, quoi. Donc, quelle est la place du travail pour moi?
Ce serait ça la question que je poserais. Ouais. Super. Mais écoutez, merci beaucoup Ludwig, Maria, Jill pour votre participation à cet épisode. J'aurais envie de vous lancer sur quel est votre mot de la fin. Ouais. Ouais, j'en ai un comme ça qui me vient. Non, c'est le mot de la fin, une petite phrase de fin. C'est qu'effectivement, il faut protéger les autres par principe. Parce qu'en fait, encore une fois, Marie Peset qui le dit, hein, ce qui arrive à l'autre, ça peut nous arriver. Donc, protégeons l'autre par principe. Et en fait, finalement, la souffrance au travail ou l'épuisement professionnel, je dirais que c'est un petit peu comme les IST ou le sida. Hein. Bah, sortez couverts. Merci. Les IST, donc les infections sexuellement transmissibles, qui sont les ITSS au Québec. Voilà, donc sortez couverts, protégez-vous. Et Jill, pour toi, le mot de la fin? Mais vu la pénurie qu'on a en tant qu'assistants sociaux, que ce soit à la fois dans les métiers, mais également dans les études, ce serait de s'outiller. Donc, outillez-vous, comment dire, d'oser prendre la voie du travail social, assurément, parce que je pense profondément que c'est un beau travail et nécessaire, mais d'y aller avec sa petite boîte à outils. Et pour toi, Maria? Pour moi, le mot de la fin, ça serait vraiment, tu sais, oser être. Plutôt que d'être dans le faire et le paraître, hein, ces verbes-là qui prennent des proportions déjà assez démesurées. Soyez vous-même, acceptez qu'il y a des journées que vous êtes moins sur la coche, que vous êtes moins performant, que vous êtes plus fatigué, que, tu sais, soyez vous-même. Merci beaucoup. Puis de mon côté, pour terminer, je reprendrai les paroles de Maria qu'on avait vues il y a quelques mois. C'est que l'épuisement professionnel, c'est pas un problème individuel, c'est un problème qui s'explique par un contexte social, voire sociétal. Donc déculpabilisez-vous et surtout, gouvernement, décideurs et employeurs, prenez soin des professionnels. Eh bien, merci beaucoup à mes trois invités, Jill Antonini, assistante sociale, Ludwig Maquet, consultant formateur en travail social et en prévention des risques psychosociaux, et Maria Di Martino, travailleuse sociale, pour votre participation à cet épisode du Balado Expose ton travail social. Ben oui, merci beaucoup. Merci à toi, Stéphanie. Merci au Balado. Merci Jill, Maria pour la rencontre. C'était vraiment un très bon moment. Donc, gros merci. Merci beaucoup. Ben, moi, je partage les propos de Ludwig. C'était vraiment un honneur et une belle expérience d'avoir participé à cet échange très intéressant et nourrissant. Merci. Pareil de mon côté. Merci Stéphanie, Maria, Ludwig. C'était ultra enrichissant. Ça fait plaisir de voir que même si on n'est pas sur le même continent, les points de vue convergent. Un balado pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.